Allô, Jaël, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Ça va bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de démystifier plein de sujets qui attraient à la vie commune, à la vie d'adulte, des choses qu'on doit vraiment se pencher, réfléchir pour être sûr d'être protégé soi-même et les proches. Et là, ben, tu es notaire et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de mariage et de vie conjointe parce qu'il y en a plein qui n'ont aucun contrat de vie commune. Puis je pense que c'est important d'allumer des petites lumières comme ça. Fait que d'entrée de jeu, des personnes qui habitent ensemble mais qui n'ont pas de contrat, qui ne sont pas mariés, qui sont juste en fait conjoints de fait, comme on les appelle, est-ce qu'ils sont protégés par quelque chose? Mais pas vraiment. En fait, il faut savoir que les conjoints de fait ne sont pas reconnus par le Code civil du Québec actuellement, sont reconnus par certaines lois particulières. Fait que c'est sûr que quand on est conjoint de fait, bien, à moins de vraiment avoir fait des contrats notariés où est-ce qu'on vient partager qui est propriétaire de quoi, etc., bien, il y a quand même un risque de ne pas avoir de convention de vie commune. Parce que si, par exemple, la maison est complètement au nom de mon conjoint, moi, je paye l'épicerie ou quoi que ce soit, en cas de séparation, il n'y a rien qui me protège pour tout ce que j'ai payé versus lui. OK, je comprends. Fait que dans le fond, c'est juste une question pour aller profiter de meilleurs rendements au niveau des taxes, des trucs comme ça. C'est quoi l'avantage, finalement, d'être en conjoint de fait? Bien, conjoint de fait, il y a quand même plein d'avantages parce que dans le fond, si on choisit le mariage, bien, on choisit en quelque sorte un forfait qui va avec. Fait que si, exemple, bien, moi, je décide de me marier. Comme un peu aller dans le sud. Exact, c'est un forfait tout inclus. Mais c'est un peu ça. Le mariage, c'est moins malléable, en ce sens qu'il y a des règles obligatoires qu'on appelle d'ordre public. Fait que, par exemple, le patrimoine familial qui existe depuis vraiment longtemps. Donc, si je choisis de me marier, bien, il n'y aura aucune façon que je puisse me soustraire à certaines règles du mariage, comme le patrimoine familial. Donc, c'est pas donné pour tout le monde de vouloir embarquer dans ces règles-là, comme partager, exemple, son fonds de pension, les REER accumulés pendant le mariage, etc. Ça vient d'office avec le mariage. Donc, dans une convention de vie commune, on pourrait choisir d'être conjoint de fait, mais faire ça vraiment à notre image, de dire, bien, en cas de séparation, on va partager certaines choses, d'autres non. On va pouvoir vraiment, faire ça comme de façon plus personnalisée, je dirais. OK, parfait. Là, tu dis que ça vient d'office avec un mariage. Cependant, c'est pas nécessairement parce que tu es marié que tu as un contrat de mariage. Il n'y a pas moyen de faire en sorte que les clauses nous protègent justement sur notre fonds de pension, nos REER qu'on a cumulés avant de rencontrer notre dit conjoint? Oui, il y a des façons de faire. En fait, le mariage, ça se divise en certains régimes matrimoniaux. D'office, il y a plein de gens qui se marient qui ne font pas de contrat de mariage nécessairement devant un notaire. C'est pas obligatoire. Donc, on peut se marier, mais on va être assujetti à ce qu'on appelle le régime légal. Donc, c'est sûr que tout ce qui a été accumulé avant le mariage va demeurer la propriété de chacun. C'est vraiment à partir de la célébration que là, on va avoir certains biens qui sont partageables. Mais j'ai des gens qui viennent me voir. On peut, disons, par contrat de mariage, dire, moi, j'ai une entreprise, je veux pas qu'elle soit partageable en cas de séparation, etc. Mais tout ce qui fait l'objet du patrimoine familial, donc, comme je t'ai dit, un peu la résidence familiale, REER, fonds de pension, les meubles, mais il n'y aura pas de façon par contrat de se dissocier du patrimoine. Donc, on va pouvoir dissocier seulement les autres biens. Donc, par exemple, une entreprise, un immeuble à revenus. Je vais pouvoir changer mon régime matrimonial par contrat, mais il y a des choses qu'on ne peut pas bouger dans le mariage. OK. Puis ça, c'est vraiment la principale différence entre un contrat de vie commune versus un contrat de mariage. Oui, si on veut, c'est sûr. Par contre, dans un contrat de vie commune, on pourrait choisir de s'assujettir à certaines règles du mariage ou à certaines règles du patrimoine familial. Mais là, ça demeure un choix. Donc, c'est vraiment comme le conjoint de fait, elle va avoir une plus grande liberté de choisir s'il fait un contrat de vie commune. Par contre, encore faut-il le faire. Oui, inévitablement. Puis un contrat de vie commune, est-ce qu'on doit attendre un certain nombre d'années à habiter avec la personne pour en faire un ou à partir du jour 1, on peut décider d'en faire un juste pour s'assurer d'éviter des chicanes? Puis... on pourrait en faire un à partir du jour 1. Par contre, je vais t'avouer que souvent, ça devient plus pertinent, c'est sûr, après peut-être quelques mois ou qu'on voit que c'est sérieux. Mais la convention de vie commune, bien, ça va permettre, entre autres, de départager aussi, justement, qui paye quoi. Puis quand c'est clair dès le début, ça fait moins de chicanes. Moi, je te dirais, bien, comme notaire, je fais beaucoup aussi de séparation. Puis une des plus grandes chicanes ou sources de chicanes, c'est l'argent. Donc, quand c'est clair, bien, la chicane est évitée, puis souvent, on règle bien les conflits à l'avance. Oui. Puis là, on parle d'argent, mais également, exemple, la garde d'un chien. On pourrait-tu inclure ça dans notre contrat de vie commune? Complètement. Parce que la garde d'un chien, aussi banal que ça puisse paraître... Ce n'est pas banal. c'est comme super important pour plein de gens, là, de dire que de plus en plus, moi, j'ai vu dans des ententes de séparation de dire justement qu'après, il y a une garde partagée ou qu'est-ce qui se passe avec le chien, tu sais. Puis le chien, c'est notre enfant pour plusieurs couples. Fait oui. Oui, c'est important. OK, parfait. Puis si, exemple, justement, on décide, bon,
ça fait 1 an qu'on est ensemble, on fait un contrat de vie commune. Dans 1 an et demi, il y a d'autres nouveautés qui s'ajoutent. On retourne voir un notaire et tout ça pour rectifier le contrat, finalement. C'est la beauté de la chose. Parce que, tu sais, dans le fond, la vie, ça bouge, puis on veut que ça continue à bouger. Oui. C'est ça qui est le fun, que ça change et tout se change. Les contrats, ça peut être modifié tant qu'on est d'un commun accord. Mais, tu sais, je veux dire, on peut changer 10 fois si c'est nécessaire. Puis qu'est-ce que les gens ont tendance à oublier le plus souvent, là, justement, dans ton expérience, là, dans les dernières 10 années? Qu'est-ce que tu dis? Ah, la majorité des couples pensent même pas à ça en cas, justement, de séparation. Y a-t-il des éléments qui ont tendance à glisser dans les mains de la plupart des couples? C'est souvent le partage des frais, je te dirais. Ah ouais? Fait que, tu sais, ce que je vois le plus souvent, mais c'est un peu ça, c'est qu'il y a un des conjoints qui va, exemple, avoir déjà... Surtout aujourd'hui, tu sais, on a tendance à vivre le couple différemment. Là. On n'est plus nécessairement dans l'ère que les gens restent ensemble pendant 30 ans. Donc, on peut rencontrer un conjoint qui a déjà une propriété. On ne veut pas engager les frais tout de suite pour, disons, changer l'acte de propriété, etc. Mais après, les gens oublient, donc perdurent ça pendant une dizaine d'années. On en a un des deux qui assume plein de dépenses qui seront des pertes, là, si on veut, là, tu sais, comme l'épicerie ou les dépenses du quotidien. Ou même quand on a des enfants, il y en a un qui va dire, ben moi, je paye tout le linge des enfants, la bouffe, l'école, peu importe. Mais le jour qu'on se sépare, ben il y en a un qui est propriétaire, puis l'autre, il n'y a absolument rien. Puis les dépenses, on ne sera pas capable de les retracer nécessairement pour savoir les quantifier. Là. Tout à fait. Là, tu me vas sourire parce que je connais bien ça. Je connais cette dynamique. Mais justement, sachant que c'est super important de s'entourer d'un bon notaire. Puis là, je vais dire bon, mais on s'entend. Comment qu'on fait pour trouver son ou sa notaire? Tu sais, on sait pas... on dirait que c'est moins accessible. On n'a pas accès à votre vie privée. Des fois, c'est une question de fit. Comment qu'on fait? C'est quoi qu'on doit regarder pour trouver son ou sa notaire? Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de trouver son ou sa notaire. Souvent, les gens fonctionnent beaucoup par référence parce que souvent, on attire les gens qui sont comme nous, la clientèle qui est comme nous un peu. Donc, souvent, c'est d'avoir des bonnes références, mais aussi y aller par des champs de spécialité. Parce que les notaires, bien qu'il y en a qui font de la pratique générale, plusieurs se spécialisent dans différents domaines. Prends-moi, par exemple, je fais pas de droit des affaires, fait que je suis vraiment pas la bonne candidate pour exemple, incorporer une compagnie ou faire quoi que ce soit. Mais par contre, en droit familial, bien, c'est ma pratique temps plein, c'est là-dedans que je suis spécialisée. Donc, nécessairement, bien, peut-être que je vais être plus habilitée ou je vais avoir plus de facilité à conseiller les gens pour une convention de vie commune qu'un notaire qui ferait une pratique généraliste ou vraiment plus ciblée dans un autre domaine du droit. Là. OK, parfait. Fait vraiment d'y aller selon le créneau ou ce qu'on a besoin d'être encadré en ce moment. Le champ de spécialisation, c'est vraiment la meilleure façon. Exact. Puis on n'est pas obligé d'aller voir le même notaire pour tous nos besoins. Donc, c'est ce qu'il faut se rappeler aussi. Donc, si, par exemple, moi, je veux faire justement, je sais pas moi, un testament, bien, il y a des notaires qui se spécialisent dans les testaments. Je veux faire un contrat de mariage, bien, il y a d'autres notaires. Donc, je pourrais choisir d'aller voir un notaire différent selon mon besoin aussi. OK, très cool. Un gros merci. Ça éclaire vraiment vaguement. En fait, c'est de l'information qui mérite d'être approfondie. C'est pour ça que je vous invite à aller faire un tour sur le site de la Chambre des notaires du Québec, soit www.cnq.org. Toutes les informations sont là et je vais vous mettre l'adresse pour rejoindre Joëlle si jamais vous avez envie d'échanger vous autres avec cette charmante personne. Merci beaucoup. Merci, Cathy.